Je suis très étonnée que vous m'emmeniez dans un monde de féerie et de magie. Vous avez besoin de vous évader en ce moment? On a toujours besoin de s'évader. On vit dans un monde qui est un petit peu vulgaire. Et cet endroit est magique. On est dans un rêve. Alors, moi j'adore rêver, mais avec vous, je ne m'attendais pas forcément à rêver. Oui, parce que sous cette carapace d'ours se cache un poète, madame. On est au musée des Arts Forains. Eh oui. Bon, est-ce que vous savez ce qu'il y avait ici avant? Eh bien oui. Eh bien quoi? Oui, cet endroit servait à stocker le vin, voilà. Les anciennes halles au vin de Bercy. Et puis, tout ce vin abreuvait les Parisiens qui, à l'époque, buvaient plus que maintenant, peut-être. La fête foraine, vous y alliez, enfant? Ah oui, j'adorais ça. Ouais. Sauf les manèges qui font vomir. Mais alors, attraper le pompon, tirer sur les ballons, aller pêcher des conneries, c'était un gouffre à pognon pour mes parents. Bon, allez, on embarque, direction le merveilleux? Allez hop, c'est parti. Bonjour Christophe Lévesque. Bonjour. Bienvenue dans votre Paris des Arts. Vous êtes humoriste. Vos spectacles nous livrent toujours une version décapante, une vision décapante de l'actualité. On parlera évidemment dans cette émission de vos sources d'inspiration, mais avant, place à la magie. On va retourner en enfance en allant visiter ce musée des Arts Forains. C'est parti. Découvrir même. Ici, pas de vitrine, pas de barrière. Le musée des Arts Forains ne se visite pas, il se vit. On peut toucher à tous les objets de la collection, participer à de nombreuses attractions. Au total, 8000 mètres carrés pour susciter l'imaginaire et nous projeter dans le monde du rêve éveillé. Bonjour Héloïse. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il y a des grosses différences? Est-ce qu'il y a des différences notables entre des objets qui viennent de France, d'autres d'Angleterre? Alors, c'est assez intéressant parce qu'en art forain, on a comme en beaux-arts des écoles. On a des écoles de peinture, des écoles de sculpture. On a la même chose en art forain. Et là, si vous regardez, par exemple, les chevaux que vous avez là devant vous, on peut dire de façon certaine que celui qui est ici fixe, c'est un cheval allemand. Pourquoi? Et à cause de la queue en crin. D'accord. Les Allemands sur le continent... Oui, parce que l'allemand a la queue en crin, c'est comme ça. Voilà. Le cheval allemand sera plus décoré. Il est plus noble. Tandis que le cheval français est très simple, très sobre. Un petit tour de vélo. Ah pourquoi pas? Parce que pour actionner ce manège, je crois qu'il faut pédaler, 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 pédaler. Est-ce que vous avez de l'endurance, vous? Dans mon métier, il en faut de l'endurance, je peux dire. Et oui. Et puis j'adore faire du vélo. Quelle est l'histoire de ce manège? Il est incroyable. Nous, c'est notre bijou. C'est un manège à vélocipède qui date de 1897. Et les manèges de vélo ont été créés dans les années 1860. Parce que c'est à l'époque à laquelle on a inventé le vélo, quand on a mis des pédales sur une draisienne. Sauf qu'un vélo coûtait extrêmement cher et que personne n'avait les moyens de s'offrir une bicyclette. Donc ça permettait aux gens, pour la première fois, de faire du vélo sans acquérir un vélo. Et en s'amusant, parce qu'effectivement, très vite, les forains ont compris qu'il suffisait de faire pédaler les personnes qui montaient dessus pour faire avancer le manège. Donc on a le droit de jouer à tout ici. C'est l'avantage du musée, c'est que les objets ne dorment pas. Alors, voici les balles pour faire avancer vos garçons de café. Merci. Vous êtes prêts? Ouais. Partez! Ah, bien. Ah, mais excellent Regarde! départ du numéro 3. Regarde comme la envie. La boule est coincée! Eh ben voilà. J'avance, je te rattrape, attention. Je suis bientôt arrivé. Ouais, t'as gagné. Je crois qu'il y a le propriétaire des lieux qui nous attend. Bonjour. J'aurais bienvenue dans cet univers consacré au rêve. Comment est-ce qu'on devient collectionneur par passion? Bien, écoutez, c'est pas tout à fait une collection. C'est une troupe d'acteurs. Ce sont des objets qui ont une personnalité et qui s'expriment. Et je les ai choisis pour ce faire, pour qu'ils jouent leur rôle. Vous vous racontez une histoire quand vous orchestrez les différentes salles de ce musée? Je me raconte une histoire et ils racontent une histoire. C'est-à-dire après, je l'exprime non pas à travers des mots, l'histoire, je l'exprime à travers des objets qui, mis bout à bout, vous racontent l'histoire. Ouais.
Est-ce qu'il y a un rêve secret ou un pari avec ce musée? Peut-être c'est celui de rêver moi-même. Christophe, dans votre dernier spectacle, Ça ira mieux demain, vous vous rêvez en Don Quichotte. Alors évidemment, il faut lire ça au second degré, mais vous avez quand même un petit côté redresseur de tort. Est-ce que vous êtes en mission sur scène? En mission, non. Enfin, quoique. L'année 2015 est passée par là. Et, avec Charlie, avec le 13 novembre. Et moi, je démarrais ce spectacle. C'était le 14 janvier. Ouais. Et je revenais le matin, il y avait l'enterrement de Tinius. Donc, le spectacle est chargé de colère, d'émotion, d'incompréhension. Petit à petit, c'est transformé en thérapie collective. Ouais. Alors, si je suis en mission, c'est docteur. Appelez-moi docteur. Une fois n'est pas coutume, vous vous attaquez à tous les sujets de l'actualité, vous leur tordez le cou dans une revue de presse que vous actualisez à chaque représentation. Qu'est-ce qui vous révolte le plus en ce moment? Les médias. Ah. Pas tous, j'espère. Non. C'est-à-dire qu'il y a un tsunami d'infos qui nous arrive dans la figure. Et tout est à égalité, tout est traité de la même façon. Le dernier fait divers, la météo, le chômage, le terrorisme, la Corée du Nord, le baptême d'un panda. Et voilà, et on reçoit ça. Et j'ai la sensation que les gens sont un peu paumés là-dedans. Dans le monde actuel, on investit, suivez bien, 5 fois plus en médicaments pour la virilité masculine et en silicone pour les femmes que pour la guérison d'Alzheimer. Bon. Donc, dans quel monde allons-nous vivre dans quelques années? Nous aurons donc des vieilles avec des gros nichons, des vieux avec des pénis bien durs, mais aucun d'entre eux se rappellera à quoi ça sert. L'actualité, c'est ce qui nourrit vos spectacles depuis toujours, mais parfois vous n'avez pas un peu la nausée d'avoir systématiquement les deux pieds bien ancrés dans la réalité? Quand on bouffe de l'actualité comme je le fais, ce que je fais moi, comme j'ai déjà tout vomi avant, moi, les gens, il y a une distance formidable. Et là, on peut rire du pire. Voilà. Et puis alors surtout, à notre époque de couvre-feu moral, sur scène, on est en connivence avec les gens. Hein, donc on peut y aller, mais j'y vais. Mais la ligne rouge, c'est pas que je la dépasse, je la repeins. Bon, on fait un bond en arrière. Vous débutez votre carrière en formant un duo. Quels sont les meilleurs moments de cette collaboration? À l'époque, on est dans les fins des années 80, ce métier ne ressemble pas du tout à ce qu'il est maintenant. Il y a une sorte d'insouciance généralisée. Et puis j'avais aussi 25 ans de moins, donc... Et c'est vrai que j'en avais rien à foutre à l'époque. On leur dit, mettez pas votre verre au bord de la table, il va tomber. On sait qu'il va tomber, le verre. Eh ben, il finit par tomber. Et on savait qu'il allait tomber, ce putain de verre de merde. Ensuite, vous intégrez la bande de Laurent Ruquier à la télévision, à la radio. Vous faites entendre votre voix décapante sur la société, sur la politique. C'est ce qui a vraiment lancé votre carrière. C'est la rencontre avec Laurent, oui, a été très, très importante, bien sûr. Et la rencontre avec Laurent et les autres membres de la troupe. Et puis après, surtout la radio, Inter, oui, ça permet tout de suite une notoriété. Et c'était magnifique, parce qu'à l'époque, il n'y avait que la radio. Donc les gens ne connaissaient que notre voix. Donc on pouvait passer incognito partout et on allait le soir, on jouait, la salle était pleine. Parmi vos autres faits d'armes, il y a cette fête de la dette. Une fête de la dette que vous avez créée. Moi, j'aimerais savoir de quoi il s'agit et comment a germé cette idée. Elle a germé en 2008, quand il y a eu la crise financière. Et je pensais à l'époque maîtriser le sujet et je me suis aperçu que j'étais une bille. Et puis que j'avais des idées préconçues. Donc, j'ai tout repris à zéro. Et puis avec un pote qui fait des documentaires, Vincent Glenn,
on s'est dit, tiens, on a eu cette idée de vulgariser, mais comment? Et la fête de la dette m'est venue, et on fait ça au 104, et on a eu 1600 personnes. Parce qu'on fait le spectacle, un bal populaire derrière, et puis tous les bénéfices vont au secours populaire. Donc on a fait ça 4 ans déjà, et là on en est à, on aura filé à peu près 60 000 euros. C'est éducatif, ludique, solidaire. Voilà. C'est Johnny qui est sur terre, il n'est pas financier. Dès que les taux monteront, je me garderai. Bon, Christophe, ça ira mieux demain, vraiment? Oui, oui, moi j'en suis convaincu. Bien sûr, je ne monterai pas sur scène sinon. C'est pour ça que dans les derniers spectacles, je parle de rêve. Je parle de jamais lâcher ses rêves, même quand ça va mal, surtout quand ça va mal. C'est des cycles. Alors évidemment, moi en tant qu'humoriste, je parle de ce qui merde sur scène, je parle de ce qui va mal, je parle de ce qui est triste, de ce qui est pathétique. Mais notre monde ne va pas si mal que ça. Je trouve qu'on est très mal dirigé. Il y a un décalage avec les gens, il y a un fossé qui est en train de se creuser, mais il suffit, on va le remplir. Alors, faut pas le remplir de conneries, quoi, c'est ça. Il faudrait le remplir d'intelligence, de façon à ce qu'on puisse faire un pont l'un vers l'autre. C'est beau, ça, tiens. Ça, c'est joli. Allez, je note, je garde, c'est le mot de la fin. Dans la rue, la colère, quand elle marche dans... C'est un autre passionné que nous allons maintenant découvrir dans ce Paris des Arts. Un passionné qui, au fil des années, a réuni une incroyable collection d'affiches retraçant les événements de mai 68. À l'occasion du 50e anniversaire de ce qui fut la dernière Révolution française, une vente aux enchères est organisée. Rencontre avec Laurent Storck. La révolution. Bon, Laurent, les événements de mai 68 ont été suivis par les Français au son des transistors et à l'image de ces affiches, c'était vraiment un moyen de se faire entendre, l'affiche. C'était même, selon ces étudiants, l'unique moyen. Eux, ils considéraient que l'ORTF était vraiment aux mains des gaullistes et contrôlé par Perfit, que les radios n'étaient pas terribles non plus. Donc ils se sont dit, on va faire des affiches, on va répondre au pouvoir et à ses discours et aux événements par des affiches qu'on fera artisanalement dans la nuit. Donc chaque nuit, ils travaillaient comme des fous. Et dès le matin, il y avait des affiches qui étaient sur les murs comme... la chienlit, c'est lui, en réponse au fait que De Gaulle avait traité les étudiants de chienlit, etc. Donc c'était vraiment leur moyen de communication privilégié. Ici, nous occupons la Sorbonne. Quelle est l'affiche peut-être qui reflète le mieux le mouvement ou son état d'esprit? Nous sommes tous indésirables, c'est une des plus célèbres avec CRS-SS. Là, vous avez la version SS sans le CRS. Mais c'est les deux. Un, parce que c'était pour stigmatiser les violences policières, qui ont d'ailleurs été relatives, donc tant mieux. Et nous sommes tous indésirables. Ça a fait suite à l'expulsion de Cohn-Bendit de France vers l'Allemagne, et qui, je pense, a quand même beaucoup marqué les gens. Bon alors, si vous deviez en ramener une, laquelle vous prendriez-vous? Il y en a plein qui me piègent. La presse ne pas avaler. Non, vous n'êtes pas aimable, là. Là, Christophe, vous n'êtes pas aimable. Non, mais les moutons tout à l'heure. Et puis, je trouve qu'elles sont vraiment... elles parlent maintenant. C'est une génération qui a énormément irrigué tout ce qui est publicitaire. Parce que c'était la première fois que ce qu'on appelle les équipes de concepteurs, rédacteurs et directeurs artistiques étaient formées, là, avec une idéologie. C'est-à-dire que celui qui écrivait les mots et les slogans n'était pas le même que celui qui faisait les dessins. Et je trouve que ces affiches sont une très bonne illustration à la fois du futur et d'une nouvelle technique qui n'existait pas auparavant. Ouais, c'est vrai, parce qu'ils avaient le sens ils de avaient la formule. Un très bon sens hein. de la formule. Excellent. Et du dessin. C'est très, très percutant. Et on retourne à présent au Musée des Arts Forains pour le questionnaire des internautes. Moi, c'est-à-dire que j'ai une vie privée qui est totalement inintéressante. Je suis l'antithèse de Johnny. D'accord. Voilà, d'ailleurs, mes enfants vont hériter, moi. Hein. Il y a un accord tacite depuis le début avec les magazines People, c'est-à-dire vous me lâchez et puis et j'arrête de vous insulter. Pas du tout. Alors là, non, au départ, moi, je ne savais pas ce que je voulais faire, donc comme beaucoup de jeunes, hein, et j'ai fait une école de commerce, donc
Mais quand j'ai fait l'école de commerce, j'ai su très vite que ça, je ne voulais pas le faire, par contre. Et puis, et je m'ennuyais tellement que je cherchais l'aventure, en fait. Ça dépend. Les premières des spectacles, ouais. Ouais. Les premières, ça peut durer 20, 25 fois. Après, heureusement, ça se calme, parce que sinon, c'est les urgences. Hein. Non. Je l'ai eu pendant un petit moment, ouais. Mais on peut pas faire les deux, quoi. On peut pas faire humoriste et clown en même temps. Si un jour j'arrête pendant un petit moment, oui, ça m'intéresserait. À droite, évidemment. Évidemment. Mais maintenant, on ne sait plus. Vous savez, on ne sait plus. On ne sait plus où est le sang. Il est là. Merci, Christophe Alévêque. Mais de rien. Ainsi s'achève votre Paris des Arts. Vous pouvez bien sûr retrouver l'émission consacrée à Christophe sur notre site internet. Et puis, vous le savez maintenant, l'émission se poursuit aussi sur les réseaux sociaux. Alors, je vous dis à très vite. Merci. Les Français les ont vécus sur des transports. C'est la lumière. On peut le dire, on peut le dire. On peut le dire, il faut pas être très beau, hein. On peut le dire, on se caille le cul. Voilà. Regarde. Ah, je t'aime.